bienvenue à tous pour la dernière partie d'INSEM. Alors on est toujours en direct et on a décidé de vous parler environnement et préservation des zones humides. Alors entendez, étangs, marais, marécages, une journée mondiale leur est dédiée depuis 1971. Ça tombe le 2 février et c'est l'occasion de sensibiliser le grand public sur les enjeux de préservation de ces zones fragiles labellisées Ramsar. Alors en gros c'est l'équivalent du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour en parler, non pas un, mais 4 experts. Excusez du peu. Gwenaëlle, Marie, Stéphane et Gérard sont là pour répondre à vos questions. Alors n'hésitez pas à appeler le numéro qui va s'afficher, ou vous nous écrivez sur les réseaux sociaux. Les filles sont passées derrière, mais elles veillent, n'est-ce pas ? On est derrière, mais on est là, alors écrivez-nous. Alors, si tout le monde est prêt, on vous dit tout sur le programme de cette journée mondiale. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous, d'être venus nombreux pour parler de cette journée mondiale. Alors on va commencer avec les filles. Gwenaëlle Baldovine, vous êtes chef de service à l'Office de l'environnement de la Corse. Vous êtes venue accompagnée de Marie Garrido. Marie, vous êtes chargée de mission pour la région Corse. Alors du pôle relais lagune méditerranéenne, service espèces des milieux naturels. C'est long, mais c'est complet. Je n'ai pas fait d'erreur. Alors mesdames, la journée mondiale des zones humides, ça fait déjà un petit moment, 71. Quel est l'objectif de cette journée ? En fait, la journée mondiale des zones humides, comme vous l'avez dit, se passe chaque année autour du 2 février, date anniversaire de la signature de la Convention internationale de Ramsar, ville d'Iran dans laquelle cette convention a été signée. Comme vous le disiez, donc, cette convention, un peu à l'instar du label pour les sites UNESCO, cette convention a pour but de préserver au niveau international et de labelliser les sites qui sont protégés pour la protection des milieux humides et des oiseaux d'eau qui sont dans ces milieux. D'accord, mais qu'est-ce qu'on appelle les zones humides ? Alors les zones humides, si on prend de l'amont à l'aval, donc des montagnes jusqu'au littoral, on a une typologie assez variée, les lacs, les potines, on a aussi les tourbières, donc là on aura des spécialistes pour nous en parler. On a des experts tourbières, il n'y a pas de souci. On va en parler tout à l'heure. Après, donc, on passe étangs, lagunes et les embouchures des rivières, des fleuves. Alors ça, c'est les généralités, j'allais dire, mais celles qui sont labellisées donc Ramsar, il y en a 5 en tout en Corse, elles se trouvent où ? Donc, au niveau des sites qui ont été labellisés Ramsar en Corse, nous avons les 3 grands étangs de la plaine orientale. Donc, principalement et premièrement, l'étang de Bigoulia, qui a été le premier site labellisé en Corse. Nous avons également... Aussi, on adore cet endroit. C'est vrai. Oui. C'est vrai, tout à fait. Donc, nous avons également les étangs d'Urbino et de Palo, sur la plaine orientale. Plus dans l'extrême sud, nous avons les mares temporaires des Trepadoules de Soartonne et dans l'intérieur, les tourbières de Moltifao. Oui, c'est légendaire. Belle transition. On va le dire, Stéphane, on va en parler un peu plus dans un moment. Mais en gros, quelles sont les différences entre ces zones qui sont labellisées ? Elles ne sont pas juste belles pour Faustine. Et les autres, il faut les protéger. Il faut les protéger, mais il faut protéger l'ensemble des milieux humides puisque ces zones humides remplissent des fonctions et nous rendent de grands services à une période où le changement climatique est très présent dans notre environnement. Donc ces zones humides ont des fonctions d'écrêtement des crues, de maintien de l'eau au niveau des nappes phréatiques, de nettoyage de ces nappes par rapport aux pollutions qui pourraient intervenir. Elles ont également un aspect paysager, un aspect très productif, puisqu'il faut quand même avoir en tête que sur une superficie mondiale d'environ 6%, les zones humides remplissent les assiettes, je dirais, d'à peu près 26% de la population de la planète. Donc c'est quand même très important. Très important au niveau mondial. Certes, en Corse, à un niveau moindre, puisque on a un niveau de production important sur les lagunes, mais au niveau mondial, tout ce qui est rizière, tout ce qui est étang avec toute la pisciculture rentre dans le calcul du maintien des zones humides. Donc c'est assez important pour nous, êtres humains. Donc il y a des enjeux au niveau de la consommation, il y a des enjeux au niveau de l'environnement. Donc on l'a bien compris, il faut les préserver. La thématique de l'édition 2018 de cette journée mondiale, c'est des zones humides pour les villes de demain. Alors là, pourquoi les zones humides vont avoir un rôle à jouer sur l'équilibre urbain ?
Expliquez-nous rapidement. Donc, il est très important de préserver ces petites zones humides au niveau urbain et périurbain, de les préserver et d'en tenir compte dans l'aménagement du territoire, puisque ces zones, comme je vous le disais, vont avoir un grand impact par rapport au changement climatique et aux fluctuations climatiques, notamment pour le maintien donc de la quantité d'eau que l'on va avoir à notre disposition, un maintien en termes de biodiversité. Elles ont également une fonction qu'elles nous rendent par rapport aux tempêtes, puisqu'elles diminuent l'effet des tempêtes donc, sur l'intérieur des terres. Ce sont des zones qui permettent de limiter les problématiques d'inondation au milieu urbain, donc des zones d'écrêtement des crues, des zones qui permettent de temporiser les entrées marines et aquatiques dans l'intérieur. Donc il y a un réel intérêt pour l'être humain à favoriser le maintien de ces zones humides au niveau urbain. Le niveau des températures, j'imagine aussi, avec le milieu urbain qui a tendance à monter un peu en température. Tout à fait. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, on est loin de la ville, hein, on va partir du côté de la tourbière de Moltifa avec Stéphane. Stéphane Moracciol, vous êtes responsable environnement à l'ONF, donc à l'Office national des forêts, et vous intervenez sur cette zone de Moltifa. Je vais vous demander un petit récap historique, si vous êtes d'accord, puisque aujourd'hui c'est protégé, mais ça n'a pas toujours été le cas là-bas. Non, un peu comme tous les milieux humides encore, c'était considéré un peu comme insalubre, hein, c'était un peu dénigré par la population. Puis au début des années 90, cette zone a été reconnue comme de haute valeur écologique. À partir de ce moment-là, la municipalité a beaucoup investi pour réhabiliter le site, donc des travaux à la fois de nettoyage, des travaux de renforcement de berges au niveau de la forêt. Et on a réussi à obtenir le label Ramsar en 2011, après un classement Natura 2000 d'abord aux années 99. Et aussi le classement en régime forestier, de façon à avoir une gestion durable de la forêt et de la tourbière. C'est la dernière zone classée sur les 5 en Corse ? Oui. Oui, elle avait vraiment mauvaise presse. Hein. Pourquoi ? Les moustiques, dans la culture corse, c'est un peu des milieux insalubres. Hein. C'est la malaria, comme les étangs de la plaine orientale. C'était pas dans la culture. D'ailleurs, il y a une production de tourbe. Hein. On voit dans les pays nordiques, c'est un produit très utilisé, alors que chez nous, ça ne l'est pas du tout. Bon, petit à petit, les gens ont pris conscience, en Corse en général, à Moltifa en particulier, la municipalité qui a beaucoup investi avec l'ONF et d'autres partenaires, comme l'Adréal, l'OEC, la RINACH en matière d'intervention. Et aujourd'hui, on a un site qui est reconnu, qui est protégé et bien sûr qu'on fera découvrir à travers ces journées de façon à ce que la prise en compte soit encore plus développée. Alors heureusement, la tendance s'est inversée, ça a pris 30 ans quand même pour en arriver là. Rapidement, qu'est-ce qui est mis en œuvre aujourd'hui pour préserver le site ? Alors pour préserver le site, il y a différentes phases de travaux. La première, c'est le traitement au niveau de l'aulnay périphérique. Autour, il y a une aulnay, hein, donc on fait un traitement de manière à la maintenir, ça aide au maintien des berges. Dans le maintien des berges, pour pas qu'il y ait d'érosion, disparition de la tourbière, on fait aussi de la protection par rapport à la rivière de l'Ascq. Et ensuite, il y a toutes des parties de travaux de génie écologique pour la tortue d'Hermann. Enfin, il y a tous des milieux associés. Il n'y a pas que le cœur de la tourbière, il y a tout un tas d'espèces, que la cistude, la tortue d'Hermann, pour les maintenir sur site et maintenir l'écosystème en général. D'accord. Plus tout un tas d'études, bien évidemment, des suivis botaniques. Pour protéger, l'idéal, c'est d'informer. C'est l'objectif également de cette journée. Et là, c'est Gérard Dominici. Vous êtes membre de l'association Arinache. Vous allez d'abord commencer avec les scolaires. C'est ça. Au niveau du programme, qu'est-ce que vous avez prévu pour faire découvrir la tourbière de Moltifa ? Mais déjà depuis quelques années, au CPIE Centre Corse, nous nous efforçons de contribuer à la prise de conscience auprès des jeunes générations de l'importance de ces zones-là, et notamment de la richesse de ces écosystèmes, parce que c'est vrai que les élèves qui arrivent sur ce site pensent que c'est une zone bourbeuse ou boueuse, et ignorent complètement la richesse tant en écosystème floristique qu'animal. Alors vous arrivez en disant oui, c'est bien là. Hein. Déjà, mettez pas les pieds dans la boue. On explique que c'est bien là. Voilà. D'accord. Alors comment vous comptez rendre attrayante la fameuse tourbière quand même qui a du mal à se défaire de sa mauvaise image ? Mais déjà, le but, c'est pas tellement de la rendre attrayante pour amener un maximum de personnes sur site, puisque ce sont des sites hypersensibles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est déjà de la faire découvrir et peut-être de faire tomber ces croyances qui sont très tenaces et qui sont là depuis des millénaires sur les zones humides en Corse, puisque c'était des zones qui malheureusement étaient réservées aux immondices, et c'était des zones, est-il bon de le rappeler, qui étaient liées à des croyances malfaisantes, puisque toutes les histoires, les Mazzer et Streg et tout, tournent autour de l'eau qui croupit
et Multifa en faisait partie également. Donc ça commençait, les légendes commencent dans la tourbière. Voilà. D'accord. Alors, Marie, l'idée de cette journée mondiale, c'est aussi de sensibiliser le grand public. Les scolaires, on l'a bien compris avec Gérard, mais plus largement, tout le monde peut y participer. Tout le monde peut participer. Oui. Alors, le programme de la journée, qu'est-ce qu'on va retrouver Alors c'est sur plusieurs jours, c'est du 27 janvier, puis ça a commencé samedi au 4 février pour la Corse, sinon ça s'étend jusqu'au 28 février si... c'est à l'échelle mondiale, hein, donc du coup... ça va être un peu loin. Hein, oui, mais voilà. C'est commencer sur les 5 en Corse. Les 5, non, les 15. 15 On a 15 zones. animations Ah bah oui. En fait, sur ce qu'il faut plusieurs savoir, sites. C'est que, pardon, Vas-y. c'est que certes, on fête la signature de la Convention de Ramsar, mais c'est la fête de l'ensemble des zones humides. Donc on a des manifestations non seulement sur les 5 sites, mais sur bon nombre d'autres zones humides qui sont gérées, mais pas encore labellisées. Donc il y a des conférences, Oui. des ateliers. Des ateliers, des ateliers, enfin des photos, donc des expositions photos, et surtout des sorties nature. Des sorties Avec nature les avec des garçons, là visites guidées, entre autres, et oui, bien sûr, Oui. sur la tourbière. Mettre les pieds dans la boue. Mais elle a déjà eu lieu. Elle a déjà eu lieu. Elle a déjà eu lieu. incontournable. C'est ça, hein, parce que vous êtes plein d'organismes qui travaillent de concert structures, justement c'est ça. pour préserver et protéger ces zones extrêmement sensibles. Exactement, tout à fait. Allez, il nous reste 2 minutes et demie pour finir l'émission. Gérard, vous avez envie Moi, de je nous voulais donner préciser une chose importante, c'est qu'on constate quand même depuis quelques années un réel engouement auprès du grand public, puisque jusqu'à maintenant, on travaillait pratiquement exclusivement avec les scolaires. Mais il y a beaucoup d'interrogations du grand public, et c'est vrai que le travail de tous les organismes institutionnels, c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui, porte ses fruits, puisque le grand public s'interroge énormément sur ces endroits-là et demande à visiter justement ces sites. Alors, j'ai pas envie d'être pessimiste, mais si ces zones très sensibles, malgré les labels, malgré les politiques de mise en place, disparaissaient, quelles seraient les conséquences ? Il y aurait des conséquences terribles sur le plan déjà économique, puisque comme le disait Gwenaëlle, on sait qu'il y a une grosse production qui est faite dans ces zones-là. Encore, c'est quand même 600 000 tonnes, rien que sur les temps de jam, de coquillages. La conchyliculture, exactement. Et ensuite, du fait déjà du dérèglement climatique, du changement global, il y aurait un impact, puisqu'elle limite les effets de ces changements. Donc il faut vraiment être attentif. Qu'est-ce qu'on peut au quotidien, à part la politique de protection individuellement, les téléspectateurs qui nous écoutent, arrêter de jeter des immondices peut-être. Déjà, c'est le mot de la fin. Arrêter de jeter, déjà avoir conscience de l'intérêt du maintien de ces milieux. Certes, tout ce qui est déchets, ça fait partie en fait des gestes habituels de préservation de l'environnement. On ne demande pas de gestes particuliers, mais vraiment faire attention aux pollutions diffuses, faire attention à limiter l'utilisation de l'eau. Attentif et vigilant. Être attentif et vigilant, c'est le minimum que l'on puisse faire face aux services qu'elles nous rendent. Gwenaëlle, Marie, Stéphane et Gérard, merci infiniment d'être venus donner un petit avant-goût du programme. Si je vous dis le 14 février, vous pensez à quoi? Une autre date? Ah bah oui, pas du tout, n'importe quoi, la Saint-Valentin. À l'occasion de la Saint-Valentin, une belle initiative s'est mise en place pour récolter des fonds pour les enfants malades. On va en parler demain, ça commence avec un t-shirt et ça mobilise l'association de Pascal Olmet, la start-up Icar, les créateurs de la marque Babet, les footballeurs du GFCA et même les animateurs d'INSEM. On en parle demain. Bye bye, bon après-midi, ciao.